Donc, je vais présenter d'abord le panel d'aujourd'hui, qui inclut l'homme invisible qui va venir nous rejoindre. Nous avons Pierre Chaudoir qui va nous faire un peu le best-of d'un absent, mais que tout le monde connaît en principe, c'est Étienne de Noël, ancien partenaire McKinsey, qui lui est en fait à la base du pacte d'excellence, qui est aujourd'hui, c'était 10 ans de travail, et donc il nous a envoyé gentiment ses conclusions pour enrichir le panel. Ensuite, nous avons Michel Pasture ici, qui a été aux toutes premières loges également, parce que Michel nous a piloté la 5e édition d'Extrapreneur. Donc, c'est le plus beau un des plus beaux laboratoires formation continue de 20 à 70 ans, n'est-ce pas? Tu as vu évoluer nos extrapreneurs, c'est aussi de l'apprentissage. Et ce qui m'a donné envie de faire ça, c'est d'avoir participé moi-même à une édition d'Extrapreneur. Précédente. Donc, oui. Et là, je mets tout de suite, avant même que tu nous laisses la parole, sur le tapis, l'expérience. Faire, être, d'abord, avant d'apprendre, avant d'enseigner, d'abord être et faire. Très bien, merci. Et Sarah Emmans, qui a créé l'ASBL We Evolutions, suite à toute une histoire qu'elle raconte beaucoup mieux que moi, et on n'a pas le temps parce que ça prendrait une grosse... Je ne vais pas raconter aujourd'hui. C'est 1 heure. Mais c'est trop génial parce que, par une impulsion vraiment de recherche de sens, tu as été au Québec, tu es allé voir un peu les meilleurs, le best in class, sans mauvais jeu de mots, des transformateurs d'école, en fait, et de transformateurs de pédagogie pour aller vers une pédagogie active par projet de ESSEC au Québec. Et donc voilà, tu as été voir et tu as amené ça ici. Ça fait 9 ans que tu fais ça dans les écoles. ESSEC que je vais quand même appeler, vu qu'il est tellement difficile, c'est École communautaire entrepreneuriale consciente. Voilà. Et donc, tu as été dans le dur, dans les écoles en Belgique, pour amener ça dans quelques écoles et pour amener cette transformation. Et nous allons voir arriver John Rizzo, qui est également un passionné d'éducation, et qui ont relevé un pari fou, qui est de créer une école. T'imagines le truc? Une école, ça s'appelle l'école du dialogue. Allez voir sur Internet, genre l'école sans prof, quoi. Enfin bon, complètement disruptive. Et ils ont été hyper actifs pendant le confinement. Ils ont cartonné. Ils vont déménager, ils vont prendre... bref, il racontera lui-même. John Rizzo, voilà, il amènera, il est dans les bouchons là pour l'instant. Donc, on va commencer maintenant par Pierre, les clés d'Étienne de Noël. En bref, pan, vas-y. Pan, Étienne de Noël, tu l'as dit, il a travaillé chez McKinsey. Maintenant, il est fondateur d'une ASBL qui s'appelle Agir pour l'enseignement, Teach for Belgium et Fondation pour l'enseignement. Donc, il connaît un peu la chose et on a retiré un peu le substrat de ce qu'il pense. Dans la vie, moi, j'ai la chance d'enseigner aussi dans des études supérieures. Aussi, hein. Et je partage assez ses avis, et qui sont les suivants. On a 3 cycles dans la vie. Un cycle où on apprend, un cycle où on fait, et un cycle où on devrait transmettre. Et justement, c'est ce qu'il regrette aussi, c'est qu'effectivement, on ne fait pas assez attention de ce qui se passe à l'étranger. On pense aux pays scandinaves, ou la Finlande, ou Singapour, où là, eh bien, on incite des personnes de qualité à devenir enseignants. C'est très important, puisque maintenant, être enseignant n'est pas un choix premier, c'est pas un postulat, ça devrait être un sacerdoce. Et on se rend compte ici qu'une étude récente démontre que la fonction d'enseignant ne figure pas parmi les top 30 des métiers qu'on a envie de faire, et ça, il y a un gros travail à faire. Par ailleurs aussi, on se rend compte que tous les professeurs donnent cours et qu'il y a des cloisons, ça ne percole pas entre les cours, alors qu'on devrait faire beaucoup plus de choses en commun. Et puis aussi de pouvoir se dire que dans certaines écoles, ce ne sont pas des enseignants purs et durs, mais ce sont des intervenants. Et je donne cours dans une école qui s'appelle le College of Advertising and Design. Tous les gens qui interviennent sont des gens qui sont encore dans les mains dans le cambouis. Et il y a une certitude par rapport à certaines écoles où les gens ont fait un peu de marketing et puis se trouvent directeurs de marketing et 25 ans donnent cours en n'étant plus en contact avec la réalité. Et autre chose aussi, il n'y a pas d'école de qualité avec une équipe de direction de qualité. Je voudrais mettre en exergue une école qui s'appelle Out of the Box, d'une dame admirable qui s'appelle Diane Hennebert, qui avait géré la fondation Bogossian, qui a été à la tête de la transformation de l'atomium et qui a fait une école, justement, elle récupère les 35% des jeunes qui sont en décrochage, puisque justement l'enseignement n'est pas valable pour tous.
on est dans un pacte d'excellence où il y a un nivellement par le bas, c'est-à-dire qu'il faut 10 sur 20 pour pouvoir réussir, et que finalement l'enseignement ne peut pas convenir à tout le monde. Il est difficile de donner un cours one-to-one à chaque étudiant, mais je ferai celle de Albert Einstein, la mienne, qui est de dire un étudiant, ce n'est pas un conteneur qu'il faut remplir, c'est une fusée qu'il faut faire décoller, et qu'on peut adapter chaque enseignement et de faire un peu avec l'enseignement ce qui est fait en médecine chinoise, c'est-à-dire que vous ne payez votre médecin que quand vous êtes guéri. Donc on devrait pouvoir payer ou avoir accès que quand on a réussi. Donc on ne peut pas avoir un système universel et qui a montré sa fragilité maintenant. Et on se rend compte que dans toutes les écoles en e-learning, et je prends l'exemple de l'IEX, les résultats sont surprenants et extraordinaires. Donc c'est un choc pour tous ceux qui donnent cours et qui n'ont pas dû donner cours, qui se disent mais finalement on ne sert à rien puisqu'ils ont appris eux-mêmes. Et donc CAD, même chose, c'est un travail de design. Ils ont dû faire des choses qui en général, les gens bien nés peuvent aller chez des ferronniers, aller faire des choses. Là on leur a vu faire des choses tout seuls en apprenant à souder, à faire des choses. Et donc on a appris beaucoup plus vite. Donc le e-learning est certainement un des avenirs. Voilà l'avis de notre ami Étienne Donnel. Et je suis resté dans le timing. C'est pas beau ça, Benoît? Allez. Merci, Chocho. C'est Chocho pour les intimes, c'est Pierre, mais c'est notre Chocho à nous. Donc, hein. Oui, je ne suis pas drag queen le samedi soir dans des boîtes qui sont malheureusement fermées pour l'instant. Voilà. C'est à quoi j'aurais pas de boulot. Merci. Alors, Michel. Alors, ici, on va avoir un focus sur les établissements primaires et secondaires, mais en fait, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle commence aussi là. Et l'enseignement devrait être, l'apprentissage devrait se faire tout au long de la vie. Pourquoi ? Parce que la personne évolue et parce que la société évolue. Et là aussi, le bas blesse. Donc, je vais vous présenter les 4 clés. Alors, il y a une clé plus théorique qui est d'envisager les transmissions de savoir non plus comme un système linéaire, mais comme une économie circulaire. Donc, dans un système linéaire, on produit, on transforme, on consomme et puis on jette. Et c'est souvent ce qui arrive avec les savoirs. Donc, ils sont extraits et puis finalement jetés. Alors qu'on pourrait penser les enseignements comme un cycle ou une spirale positive. Et à chaque étape, lors de la conception, par exemple, on pense directement à la transmission. Lors de l'utilisation, on pense directement, quand on acquiert un savoir, de l'utiliser. Et donc, on peut changer, il est possible de changer complètement la vision qu'on a de l'acquisition des savoirs, comme on est en train de le faire dans d'autres domaines. On a déjà vu ce matin l'agriculture, on a vu de grands changements, des nouvelles tendances. Eh bien, si on s'en inspire, en coupant les silos, on peut également le faire pour l'enseignement. Les 3 autres points que je vous proposerai sont, eux, extrêmement pratiques et tirés de l'expérience. Le premier est tiré de l'expérience de Dolph Academy, que je vous ai présenté ce matin. Donc, c'est mettre l'accent sur les formateurs, sur les gens qui sont les émetteurs, parce que c'est eux qui ont la passion, l'envie, le désir, les compétences. Et vous avez tous eu 1 ou 2 professeurs qui ont fait la différence dans votre vie. Eh bien, on a envie d'être ceux-là. Et donc, en mettant l'accent sur les formateurs, on peut changer complètement la logique. Et quand je dis mettre l'accent sur les formateurs, c'est demander à chaque apprenant lui-même de devenir un formateur. Avec les réseaux sociaux, il est extrêmement facile aujourd'hui que chaque personne qui apprend donne un feedback, fasse une critique, ne fût-ce qu'une critique avec des étoiles 1, 2, 3. On a vu les consommateurs devenir acteurs dans tous les domaines. Pourquoi pas dans l'enseignement ? Alors, la 3e clé, et là c'est une clé pratique qui est à la base du programme Extrapreneur, c'est apprendre en faisant. Extrapreneur, c'est un incubateur de projets systémiques où des personnes de tous horizons et sans sélection se mettent au service de projets. Des projets sélectionnés pour leur aspect durable. Et donc voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Et qu'on apprend
beaucoup mieux. Alors peut-être de manière moins structurée, moins complète, mais en tout cas, on apprend de manière très amusante. La dernière piste que je propose, c'est la mise en puissance des individus. On le fait aussi chez Extrapreneurs, où on intègre vraiment le développement personnel et l'intelligence collective au cœur des apprentissages. Alors évidemment, c'est parfois inconfortable, vous l'avez vu ce matin avec moi, de se mettre en avant, de se mettre en risque, de sortir de sa zone de confort, mais on en sort tellement plus riche, tellement plus nourri, on a tellement plus envie de transmettre quand on a fait attention à soi-même et qu'on a travaillé en équipe, que la vie est tout à fait différente. Voilà les 4 clés que je voudrais idéalement qu'ils soient inclus dans l'enseignement et dans toute activité de transfert de savoir. Merci Michel. Sarah, tes clés. Oui, alors mes clés. Pour commencer, moi je crois qu'avant tout, ce n'est pas spécialement la technique qui fait l'enseignement, mais c'est plutôt l'enseignant lui-même. Et c'est plutôt le fait qu'il ait cette capacité d'allumer cette étincelle dans ses yeux qu'il va pouvoir alors transmettre dans les yeux de l'enfant. Et qu'est-ce qui fait qu'on a l'étincelle dans les yeux? C'est qu'on sent qu'on peut vraiment être soi et qu'on est avec le meilleur de soi-même, qu'on arrive à contribuer à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui a du sens. Et pour y arriver, j'ai 5 clés à vous partager au niveau de l'éducation en tant que telle. La première clé pour moi, qui n'est peut-être pas, c'est pas la principale, mais elle est essentielle quand même, c'est, comme tu le dis bien également, la posture. Donc c'est une posture qui va être cohérente, une posture cohérente par rapport à ce qu'on veut amener. Si on veut que des jeunes soient plus autonomes, plus responsables, plus entreprenants, plus conscients, il faut que chaque acteur du système éducatif le soit également et le permette également. Donc aussi bien du politique jusqu'à l'enseignant, avec une posture qui va susciter davantage d'émerveillement, d'enthousiasme, et donc qui va créer de l'engagement. C'est le facteur E3 de Rino Lévesque, le concepteur de l'ESSEC. Alors une fois qu'on a ce facteur E3 qui crée de l'engagement, ce qui est important, c'est que tout apprentissage permette une augmentation de la connaissance de soi et une augmentation de sa prise de conscience. Et l'addition de ces facteurs, c'est-à-dire l'engagement pour quelque chose qui a du sens, la connaissance de soi, des autres et de son environnement, ainsi que sa conscience, permettent en fait un plus grand épanouissement de l'individu et donc de la société. Parce que la connaissance sans conscience est la ruine de l'âme, pour avoir un peu modifié une citation connue. Ensuite, deuxième point essentiel, pour moi, c'est le cadre. Les écoles doivent devenir vraiment des maisons de l'éducation. Des maisons qui soient donc chaleureuses, qui donnent envie d'y aller, ce que je crois que tu pourras expliquer d'ailleurs que tu as pu faire dans ton école, un côté vraiment où on inclut la communauté, un côté où les parents peuvent venir, le quartier peut venir, où il y a vraiment une vie qui se met en place et qui soit vraiment accessible, donc avec beaucoup plus de parascolaires et d'autres activités qui peuvent se mettre en place à l'école 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en quelque sorte. Ça permet d'augmenter la qualité des apprentissages, l'engagement, mais également d'augmenter les finances finalement de l'école, parce que si l'école peut commencer à louer ses locaux, etc., et à impliquer d'autres, ça peut avoir un impact à ce niveau-là. Et ça, cette idée-là, ça part de l'idée qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Le troisième point, c'est d'avoir une vision claire, et cette vision, c'est de savoir vivre ensemble dans notre société actuelle. Et donc notre société, c'est quoi? C'est des aspects sociaux, économiques, culturels et environnementaux. Et donc l'école doit reprendre ces différents aspects, les aspects qu'on voit aujourd'hui dans ce sommet de l'économie systémique, ces aspects qu'on peut voir également dans les SDGs, donc les Sustainable Development Goals. Et donc c'est voir comment est-ce que tous les apprentissages peuvent être tournés vers ces thématiques sociétales que chacun a besoin d'intégrer afin de pouvoir vivre dans notre société. Et donc l'idée de le faire ensemble, parce qu'ensemble, on va plus loin. Le quatrième point clé, c'est comment y arriver, c'est par un accompagnement, l'accompagnement au changement, avec cette même posture, cette même rigueur, etc., du rôle modèle, du début jusqu'à la fin. C'est un accompagnement qui doit être autonomisant, responsabilisant et systémique.
Et finalement, le dernier point, mais pas le moindre, c'est au niveau vraiment d'augmenter pour moi l'autonomie des écoles. Donc une autonomie aussi bien financière qu'au niveau de la gestion. Moi, ce que j'aimerais énormément, c'est un message que j'envoie aux politiques, s'il vous plaît, donnez l'argent aux écoles. Donc je crois vraiment qu'il faudrait donner davantage l'argent des formations et des subsides à la formation aux écoles directement pour leur donner la liberté de choisir ce qu'ils ont envie de faire avec et comment est-ce que eux, en fonction de leur culture et leurs ressources, ils ont envie de se faire accompagner pour pouvoir faire évoluer leur système. Et donc la clé de l'ensemble, c'est vraiment cette cohérence, une cohérence d'ensemble avec une réelle posture entrepreneuriale consciente. Voilà, merci. Merci Sarah. Donc, donc, tu as aussi un CV trop long pour raconter. En tout cas, tu es le fondateur de l'école de dialogue. Et c'est vraiment dans ce titre-là, tu as les mains dans le cambouis, tu as réalisé ton rêve. Un peu les lessons learned, tu vois, John, en quelques points et en 4 minutes. Comme ça, on pourra travailler avec cette matière première-là ensemble. En tout cas, merci d'être venu nous rejoindre. Avec plaisir. Donc, c'est intéressant. Chacun son micro, c'est pour le Covid, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Donner l'argent aux écoles, c'est ça? Oui, moi j'aimerais bien. L'argent des formations. Une partie, hein, pas toute. Hein. Tu rigoles quoi? Donner tout l'argent de tous les salaires aux écoles. Je veux dire, je suis un suppôt du capitalisme ou du libéralisme, on verra. Non, le gros problème, ce qu'il faut prendre conscience, c'est l'impuissance acquise. C'est-à-dire que vous demandez à des gens d'atteindre un résultat, que ce soit dans un bureau, dans une école, que ce soit des élèves, que ce soit des enseignants, et vous ne leur donnez pas les leviers de changement. Vous demandez de diriger le bateau, mais il n'y a pas de gouvernail. Ou en tout cas, ce n'est pas vous qui dirigez le gouvernail. C'est extrêmement démotivant. Et donc, pour rebooster la motivation des équipes, pour faire toutes les innovations qui ont été évoquées ici, pour moi, la clé numéro 1, et je ne proposerai que 3 clés, la clé numéro 1, c'est d'être moins bureaucrate. Hein, si on reprend la théorie des organisations de Frédéric Laloux, d'être moins ambre et un petit peu plus opale. Donc tous les titres et fonctions, tous les décrets, les 1001 règles qui empêchent tel prof de donner tel cours à tel endroit parce que ceci, ou qui empêchent des profs de se dire on va faire autrement et sortir du cadre, c'est extrêmement décourageant et démotivant pour les enseignants, pour appliquer tous les conseils que l'on pourrait, dans un forum comme ici, leur proposer. Parce qu'il ne faut pas être idiot. Ils sont sur le terrain, ils savent bien ce qu'il faut faire. Ils ne sont pas idiots non plus, mais il y a un cadre qui les empêche de s'entreprendre collectivement. Alors, la deuxième clé, je reprendrai... La première, du coup, j'ai pas compris le débat. La première, c'est moins de bureaucratie. Ok, moins de bureaucratie, merci. Tout à fait. Plus de liberté. Plus d'autonomie, je dirais, oui. Avec le danger que vous ne pouvez avoir plus d'autonomie que si vous avez un bon directeur. Plus d'autonomie avec un mauvais directeur, c'est une vilaine dictature qui mène à la catastrophe. D'accord. Donc il faut quand même tempérer cette histoire. Alors la deuxième clé, c'est le changement de posture dont tu parlais. J'ai entendu en arrivant le fait de ne pas pouvoir se couper en 4 pour donner des cours particuliers. Certes, chaque élève a des besoins propres. Et moi j'ai des élèves de 12 ans qui m'arrivent et on leur demande 2 x 4 et ils comptent sur leurs doigts. Donc voilà, je dois reprendre à la deuxième primaire parfois. Je ne peux pas faire des fractions de fractions s'ils comptent sur leurs doigts pour 2 x 4, c'est pas possible. Et donc, ce genre de posture que je ne vais pas expliquer ici parce qu'il est complexe, même en 1 heure et demie de conférence, même en 3 jours de formation avec des enseignants, ils ont du mal, il faut que j'aille coacher en classe pour leur faire comprendre. Mais en gros, il arrête de donner des explications collectives. Je ne vais ni expliquer les fractions de fractions, ni expliquer 2 x 4, et je vais demander à chaque élève de prendre ce qui est à son niveau. Donc je ne vais pas non plus essayer de faire 20 cours particuliers, ça ne marche pas. Et ça, il y a très peu d'enseignants qui comprennent comment faire de la différenciation, alors que c'est demandé depuis 20 ans, certainement, dans notre pays, mais on ne dit pas comment faire. En tout cas, pas efficacement. Et la troisième clé, elle est toute simple, c'est que je constate sur le terrain que, puisque je vais recadrer un peu le métier que tu m'as dit, donc je dirige un centre d'innovation pédagogique, un centre européen d'innovation pédagogique, où
je fais la classe telle que je propose de le faire dans les écoles traditionnelles. Et j'invite les enseignants en formation à voir comment je fais. Parce que quand je leur dis en conférence, ça ne sert à rien. Il faut qu'ils viennent voir. Et quand ils voient qu'ils interrogent les élèves, là, ça fait tilt. Et je vois des changements en classe après dans les écoles traditionnelles que je suis. Donc mon métier, c'est plus transformateur d'écoles traditionnelles, je dirais. Et donc, la dernière clé, c'est que l'émotionnel écrase le cognitif. Vous pouvez raconter des maths pendant 1 heure. Si votre élève a un chagrin d'amour, il ne vous écoutera pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. S'il a vu son père taper sur sa mère hier soir parce qu'il est alcoolique, ça ne marche pas. Et donc, il faut traiter tout ce qui est développement savoir-être comme la matière numéro 1, avant les maths, avant même la maîtrise du langage, si on veut accélérer les maths. Voilà, ce sera tout. Ok, merci. Donc tu lances tout de suite ton dernier petit exocet, plouf, c'est avec la bouche tout le monde. On fait comment? C'est le même problème à faire hein, qu'avec les médecins généralistes qu'on demande également d'écouter, du coup, d'être en empathie avec son patient. Donc, grosso modo, on va faire comment? Effectivement, d'entrer dans cette dimension-là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est... D'abord, est-ce qu'on avait... je vais voir, est-ce qu'on avait encore éducation? Non, on n'avait pas d'autres intervenants. On avait Sven normalement, mais Oui, qui a un donc empêchement. Sven van Kerkhoven de la Vesalius College VUB, notre partenaire, donc il enterre sa maman, on est de cœur avec lui, donc voilà. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est ouvrir la discussion avec ces ingrédients-là pour connecter les dots. Et donc, on attend vos questions sur les réseaux, donc il y a beaucoup de monde sur les réseaux. Également, posez vos questions, amenez vos valeurs ajoutées, vos ingrédients. Et pendant ce temps, Hugo est en train de construire de nouveau cette arborescence fascinante. Et donc, avec les liens forts, vous allez voir, hein, les liens forts, les liens faibles, les boucles des rétroactions, on va voir émerger, hein, quelque part naturellement, en quelque sorte, ce qui ressort, en fait, ce qui émerge de cette discussion. Donc, voilà. Je mettrai en popcorn chacun de rebondir. Peut-être Michel, oui? Oui, alors je voulais rebondir et peut-être clarifier quelque chose. On ne veut pas encore mettre de la charge sur les enseignants et les formateurs, hein, à qui on a demandé pendant des années d'être des spécialistes du contenu et qui maintenant doivent être des spécialistes de l'humain, qui eux aussi ont peut-être un chagrin d'amour, ou eux aussi peut-être ont vu leur papa ou leur maman ou leurs enfants taper sur quelqu'un d'autre. Donc c'est pas ça l'objectif. Je pense qu'en étant centré sur soi-même, avec chacun les difficultés qu'on traverse à ce moment-là, et en étant vrai, de toute façon, c'est un feeling qu'on transmet et qui est le plus important. Mais aussi, il y a des solutions. Il y a la solution de diviser cette charge, en tout cas pour la formation pour les adultes, en permettant, en encourageant, en aidant beaucoup plus de personnes à devenir formateurs. Formateurs à évidemment pas 40 heures par semaine, mais peut-être 4 heures toutes les 2 semaines, et qu'elles puissent se concentrer sur leur domaine d'expertise et sur leur domaine de passion pour transformer. Et donc, à ce moment-là, en multipliant, comme tu disais, un village, il faut tout un village pour éduquer quelqu'un, eh bien, en multipliant les intervenants, chacun dans un domaine auquel ils tiennent, eh bien, c'est l'entièreté du système qui va être tirée vers le haut. Voilà. Michel, moi je voudrais dire aussi, il y a une école pour tout et les enseignants, magnifique, mais il n'y a pas d'école pour la vie en fait. On n'apprend pas ce que c'est la vie, on n'apprend pas ce que sont les autres, on n'apprend pas ce que c'est l'islam, on en parle beaucoup mais on ne comprend pas. On voit le problème de colonisation qui occupe tout le monde mais on ne prépare rien. Et il n'y a pas d'école pour former nos politiques aussi. S'il y avait une école, on éviterait peut-être des massacres. S'il y a une école de l'achat de masques, par exemple, elle ferait fortune, puisqu'ils ont été 12 à en acheter. Mais tu donnes qu'une fois le cours, hein, finalement. Non, et simplement, il n'y a pas d'école. Qui a produit des masques, justement. Ouais. Le centre Estimoulin qu'on accompagne, qui a son Fab Lab, a produit énormément de masques. Et en fait, je trouvais ça génial de pouvoir voir qu'une école pouvait être aussi un acteur face à la crise. Oui, mais après, ils ont été condamnés, ils ne pouvaient pas les vendre, les distribuer, parce qu'on les attaquait au travail au noir. Donc c'est un peu ça. Et on est un peu dans ce contexte-là. Et c'est c'est vrai, il y a des gens qui ont quand même, on salue quand même
l'école qui a Ouais. fait le job, hein. Quand même, et ils les ont Quand distribués. même, hein. Et il y a des On va gens- pas effacer ça du de Il y a des gens qui étaient au chômage, qui ont fait des masques et qui étaient condamnés, qui n'ont pas perçu leurs indemnités de chômage parce qu'ils vendaient des masques. Alors, donc c'est authentique. Et donc on est dans l'école de vie. Moi j'ai fait partie de la génération où on ne nous a pas expliqué comment il fallait mettre la petite graine dans la madame pour en faire un enfant. Et on a dû apprendre nous-mêmes et de manière un peu spectaculaire. Et on est dans un contexte où effectivement, sans tomber dans le trajet de l'ENA, puisque l'École nationale d'administration en France, qui va trop loin, mais fatalement on est quand même dans des contextes où on a eu des premiers ministres qui ne parlaient pas la deuxième langue nationale, et on a un ex-premier ministre qui est à l'Europe et qui a du mal, finalement, la méthode à 6000, il l'a pris à 4000 parce qu'il baragouine l'anglais. Donc on est dans un contexte où effectivement on n'est pas fier de nos politiques, et la distanciation fait qu'il n'y a pas une école de formation. Même pour devenir échevin de sa commune, il faudrait une mini-formation, je trouve. Voilà. Ok. Alors, John. Comment on rebondit. fait? Ben je vais choquer un peu, mais évidemment, je le fais fais pour. exprès pour alimenter le débat, mais C'est fait pour. la nuance est la clé de tout, évidemment. Et donc, oui, les enseignants doivent s'occuper du chagrin d'amour. Évidemment, je pense qu'on a renommé à tort Éducation nationale en instructo-bazar, ou je ne sais pas. J'ai été instructeur informatique, j'ai formé des instructeurs pour les boîtes professionnelles, etc. Donc, je vois très bien ce que c'est qu'un expert et ce qu'il peut apporter à un moment donné comme savoir professionnel en plus. Ici, on parle d'autre chose. Quand j'ai Julien, 16 ans, qui s'amène crever tous les matins et il s'endort au cours, je m'intéresse quand même à ce qu'il fait. Et si c'est pas moi, c'est mon collègue, on est une équipe. Peut-être que moi, je suis pas très empathique, je ne suis qu'un informaticien finalement. Mais j'ai ici une charmante collègue qui, pendant que je donne cours, pendant que je tiens la classe, pendant que les élèves s'entreprennent, peut-être le prendre à part et lui demander ce qui se passe. Et on va peut-être se rendre compte que Julien, en fait, il dort dans la rue toutes les nuits. Parce que sa maman mange du crack et que son beau-père tape dessus et qu'il ne peut pas supporter. Et donc, qu'est-ce que je fais avec Julien? Julien, c'est très dur de l'apprivoiser. Là, d'abord, il vous dit, je ne fais pas confiance aux adultes. Tous les adultes à qui j'en ai un jour parlé, on dit, oh, pauvre gamin, on ne peut rien faire pour lui. On a fait quelque chose pour lui. On a été voir les services sociaux. On a trouvé une famille d'accueil. Et maintenant, il a 18 ans et il a réussi. Et il ne dort plus dans la rue, et sa maman de sa famille d'accueil est ravie tellement elle trouve cet enfant charmant. Donc je ne dis pas que tous les profs doivent aller jusque-là à chaque fois, mais je pense que nous sommes des êtres humains polyvalents qui devons appréhender l'éducation de manière globale. Et c'est tout aussi bien comprendre les conséquences de mettre la petite graine dans le ventre de la maman, ça me paraît très important aussi. Et ça peut être aussi... Parce que tu te demandais comment est-ce qu'on fait. La première chose, c'est l'exemplarité. Donc, il faut organiser la classe de manière telle qu'on voudrait que les élèves s'entreprennent avec le savoir-être et la bienveillance et l'opiniâtreté que l'on voudrait voir chez les élèves. Mais aussi moyen de donner des formations explicites sur le savoir-être. Par exemple, comment formuler une demande claire? Deux élèves se disputent et ils s'insultent. Non, d'abord les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a tapé. Non, que veux-tu dire? Il t'a tapé avec quoi? Avec la main, avec le pied? Il t'a tapé où? Ouais, non, il m'a juste fait ça. Ok. Et donc, à force de dépatouiller, il y a des associations spécialistes, par exemple, qui proposent la communication non violente à l'école. Et donc, quand on apprend ça aux élèves, finalement, ça prend beaucoup moins de temps aux profs. Parce que le prof ne doit plus résoudre tous ces petits bobos, et les élèves les résolvent entre eux. Et donc, en investissant dans le savoir-être ou dans les compétences la gestion émotionnelle, psychosociales, qui inclut la gestion émotionnelle, en investissant là-dedans dans l'école, on a des élèves qui sont non seulement autonomes pour apprendre les maths, mais surtout autonomes pour accueillir un nouveau et le conformer à tout cela. Et finalement, ça prend beaucoup moins de temps à l'équipe éducative. Je ne dois pas réveiller Julien tous les jours, et il ne montre plus le mauvais exemple aux autres. Et donc, je vois ça plus comme un investissement d'une équipe, et
là, je viens d'une école qu'on va transformer pour l'année prochaine. Et j'ai dit aux profs, des profs de première, secondaire, vous n'êtes plus des profs d'histoire, vous n'êtes plus des profs de maths, vous n'êtes plus des profs de français. Vous faites partie de l'équipe éducative qui prend ces X jeunes-là en main. Vous avez certes vos forces et vos préférences. Peut-être que toi, qui étais prof de français, tu vas plus faire du français avec eux. Mais si un jour tu as envie de faire des maths, je ne t'en empêcherai pas. Et si tu veux relier les deux matières, je ne t'en empêcherai pas. Tout comme vous avez vos préférences personnelles, peut-être que l'un sera très fort pour motiver les troupes en grand groupe et l'autre sera très fort pour parler des chagrins d'amour. Ce qui est intéressant là-dedans, que j'aime bien, c'est cette idée de pouvoir permettre à chacun d'être soi-même aussi, d'apprendre à se gérer. Et en fait, de dire que si on veut que le jeune puisse avoir cette gestion lui-même et s'entreprendre, il faut aussi que l'enseignant le fasse lui-même et que le directeur le fasse avec lui, que le politique le fasse avec lui également, quoi. Et donc, savoir cette cohérence d'ensemble qui est très intéressante. Et ce que j'aimais bien dans ce que tu disais aussi, c'est ce côté vraiment d'être ensemble d'une école de la vie, hein, si vous lisiez tous les deux, et par le fait qu'on puisse mobiliser différents acteurs qui vont partager leur savoir, leur passion, en fait, on peut soutenir aussi les enseignants qui sont parfois un petit peu démunis parce que c'est pas facile, quand même, à l'heure actuelle, d'accompagner les jeunes dans l'épanouissement de leur être. Et en fait, avec le soutien de parents ou d'autres acteurs, etc., du quartier, que ce soit des grands-parents ou des personnes retraitées qui n'ont peut-être pas de famille, qui sont peut-être isolées, ou même des entreprises et autres, en fait, en mobilisant différents acteurs, ça permet de soutenir aussi ce job, d'accompagner les jeunes et de faciliter pour moi la tâche, tout en ayant vraiment cet ancrage dans la réalité, de devenir une vraie école de la vie, et non plus juste une transmission de connaissances qui est parfois déjà obsolète, en fait, quoi. Alors qu'en allant dans le savoir-être, dans la connaissance de soi, c'est jamais obsolète, parce que c'est une manière d'être, et si on apprend à apprendre, le jeune pourra toujours être capable d'apprendre à n'importe quel âge ce dont il aura besoin d'apprendre en fonction de ce qui l'intéresse vraiment, de ce qu'il a besoin par rapport au projet qu'il a envie de mettre en place et en fonction des connaissances mises à jour et non plus en étant bloqué dans des connaissances souvent du passé parce qu'elles vont tellement vite à l'heure actuelle que c'est illusoire de croire que le programme scolaire puisse suivre la réalité des connaissances. Oui, je voudrais justement dire qu'en fait, il n'y a pas que les acteurs présentiels qui sont autour de l'enfant individuel qui sont présents pour l'éducation. Je vais donner 2 exemples tout à fait extrêmes utilisés par les ados. En histoire Nota Bene, qui est vraiment un blogueur incroyable qui donne envie de l'histoire, qui donne des anecdotes, mais qui en même temps a vraiment une compétence sur le contenu. Génial. Moi, franchement, je le regarde. Et mon fils me dit, c'est cet épisode-là que tu dois aller voir. Donc, vraiment, plus que jamais, et c'est incroyable et c'est magnifique, nous ne sommes plus tout seuls. On a plein de possibilités. Et l'élève qui va être passionné par l'histoire aura des ressources fabuleuses et amusantes. Voilà, à sa disposition. Un autre exemple qui, lui, est à l'inverse et qui est aussi une référence là dans le domaine des mathématiques, c'est Khan Academy. Donc, Khan Academy, c'est de la science hard. Donc, c'est des petites vidéos explicatives et des exercices, encore et encore et encore et encore et encore. Eh bien, on a cette disposition, un outil 24 heures sur 24, disponible, gratuit. Oui, on n'est pas tout seul. Un prof de maths n'est pas tout seul. Moi, je peux, en tant que prof, je suis prof d'histoire, dire, ben voilà, mais c'est cet élément-là qu'on peut voir. Historiquement, on l'a découvert au siècle des Lumières, mais aujourd'hui, il est là. Allez le voir dans Khan Academy. Et on peut faire des liens qui n'étaient pas là avant. On n'a pas besoin de tout savoir, et d'ailleurs, c'est impossible. Ce qui fait que si on a l'ambition de tout savoir, eh bien, on se frustre complètement. Par contre, il faut avoir l'ambition de tout aimer. Et là, eh bien, on rentre en contact avec ses collègues, avec son réseau et avec le réseau du monde entier qui est aujourd'hui à notre disposition. Ça, et aussi cette posture d'accompagnement, moi, que je trouve que vraiment importante, c'est plutôt que se dire qu'on est transmetteur ou qu'on doit toujours transmettre, c'est accompagner et se dire aussi que le jeune a lui-même des connaissances en lui et peut lui-même aller les trouver par lui-même, etc. Et donc d'avoir vraiment cette posture
On va amener le jeune à surtout se poser les bonnes questions, à aller faire son travail de recherche. C'est ce qu'on voit pas mal dans les classes inversées, que je sais que tu aimes beaucoup, John. Mais il y a plein d'autres façons de le faire aussi. Comme je le disais, pour moi, c'est pas la pédagogie ou l'outil qui compte, mais c'est vraiment cette capacité de chacun de se dire, moi, je suis là parce que j'aime les enfants et parce que j'ai envie que chacun des jeunes qui est dans ma classe ou dans mon école puisse s'épanouir, puisse être lui-même et trouver sa juste place dans la société qui permette de contribuer à un monde meilleur. Et si chacun des enseignants se dit ça, et c'est son leitmotiv, et qu'après, il utilise tout ce qu'il a comme connaissances, talents, passion, réseau et autres pour pouvoir arriver à cette finalité, je crois que là, on aurait gagné déjà un bon bout, quoi. En plus de tout l'argent qu'on rend aux écoles. Et puis, il y a un accès aussi. On se rend compte que maintenant, avoir accès à des études universitaires est compliqué parce que ça coûte cher. Il faut avoir un cut, il faut y vivre. Et maintenant, on se rend compte que l'accès à l'université se passera en e-learning. Et là, maintenant, le cas de figure est exemplatif maintenant. C'est qu'on a accès à plein de choses pour lesquelles c'était difficile de l'avoir. Et le e-learning, les cours de langue ont commencé, mais vous pouvez apprendre tout, que sur la musique. Il y a une artiste ici dans la salle, Maya. Eh bien, on ne demande pas si Benoît Poulvord est premier prix du conservatoire ou si Outief Barrault connaît le solfège. On s'en fout, on aime bien. Même pour des restaurants. Il y a des gens, Pascal de Valkener est un gars ici du marketing, passionné de bouffe, et qui a un restaurant, c'est à 2 étoiles maintenant, le Chat et la Forêt. Donc on est dans ce contexte-là. Il y a de très très beaux exemples, justement. Et pour sortir de la rue, il ne faut pas faire que de la boxe, quoi. C'est parce que ces gens ont mis l'entrepreneuriat d'abord. Ils se sont entrepris eux-mêmes et puis ils ont entrepris une activité économique autour d'eux, autour de leur propre passion. L'école de codage qui existe à Bruxelles et qui est en bicentrale maintenant, donc c'est une école de codage, donc les sociétés ont besoin de codeurs, donc ils ne sponsorisent les écoles et ils ont là-bas un casting incroyable. Les gens restent 3 mois, sont dans des piscines et restent pendant 3 mois, il n'y a pas de cours, on apprend entre eux et on est dans un contexte, peut-être une opération à cœur ouvert peut le faire maintenant, parce qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui sont faites en 3D, et les gens, quand ils opèrent, ils ont déjà vécu une expérience 50, 100 fois, 150 fois, ne fût-ce que dans un environnement. Il y a des très très belles choses qui sont faites en milieu hospitalier, donc qui sont déjà configurées. Les militaires, nous n'en parlons pas, c'est eux qui démontrent ça. Donc il y a un contexte, et tout ça peut se permettre de donner un accès à des tas de professions qui sont incroyables, et qui étaient, pour certains, complètement inaccessibles, et les exemples sont nombreux. Voilà. Il y a une question du public, pour celui qui veut répondre, de Gilles Derek. Qu'en est-il dans le milieu de l'enseignement spécialisé? Travaillez-vous des changements au sein de ce milieu-là? Y a-t-il un intérêt de ces écoles vers cette évolution? John, peut-être? Oui, en fait, l'enseignement spécialisé a un cadre, a plus d'enseignants par élève, si je puis dire, et a une plus grande liberté, je pense. En tout cas, est obligé de facto, vu les difficultés qu'ils vivent en classe, et parfois très lourdes, parfois c'est apprendre à éviter les chaises qui volent, parfois c'est un élève qui n'arrive pas à faire 5 plus 5 ou 50 fois 50 après un an d'entraînement pourtant, où il arrive et le lendemain il oublie, donc c'est parfois très difficile, et je pense qu'eux ont pu s'entreprendre plus que les autres, donc j'ai l'impression que là, il y a un vivier de bonnes idées et d'expertise à aller chercher, certainement. Super. C'est vraiment des écoles desquelles s'inspirer, parce qu'elles ont une nécessité de faire beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, etc. Et donc elles sont souvent très en avance par rapport à ce qui est bien-être à l'école, gestion des émotions. Elles font beaucoup plus de projets aussi en général. Donc c'est souvent des écoles pour moi qui sont en avance par rapport au général. Ouais. Super. C'est une question un peu générale, j'ai l'impression, en vous entendant, est-ce que c'est pas quelque part remettre la notion d'éducation plus que de l'apprentissage, de savoir l'éducation un petit peu comme à l'image des villages où le prof était notable, où il y a quelque chose qui pulse et qui est beaucoup plus large finalement, de citoyenneté. Je dois être honnête et je dois dire que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'enseignement, j'avais des visées productivistes. Comment tu vas faire plus de maths ? Et donc, j'ai fait ça de manière systémique comme un informaticien peut le faire. Et je me suis rendu compte que, par effet de bord, il y avait énormément de cohésion de groupe qui se créait quand les élèves s'entraidaient, parce que je trouvais ça plus efficace que les élèves s'entraident. Et puis, de fil en aiguille,
je me suis rendu compte que, c'est ce que j'ai dit dans ma clé numéro 3, que le cognitif est finalement sous-jacent de l'émotionnel, dépend de l'émotionnel. C'est qu'en travaillant d'abord sur ces bases éducatives, on va avoir une poussée incroyable de la performance scolaire. Donc, quand je dis incroyable, c'est un peu double. Hein. Ce sont des élèves qui m'arrivent avec 4 années de retard et qui résorbent ces 4 années en une, par exemple. Ou ça peut être des petits HP qui font 2 années en une, sans aucun problème, sans souffrir, sans faire aucun devoir. Avec plaisir. Voilà, avec plaisir, tout à fait. Et donc voilà, je pense que qu'on est en train de se rendre compte que, en fait, quand les enseignants sont souvent très préoccupés par le programme. J'ai pas le temps de voir tout mon programme. Et donc mon message pour eux, c'est de dire, en septembre-octobre, on va pas faire trop de maths, pas faire trop peut-être d'histoire ou de géo. On va surtout investir dans le comportemental, le savoir-être, donc développement personnel. 2, les stratégies d'apprentissage. Un élève qui a 15 ans regarde sa feuille de vocabulaire de néerlandais comme ça ne sert strictement à rien. Il fait ça depuis des années, ça ne sert à rien. Je veux dire, on pourrait lui expliquer comment le cerveau fonctionne et comment travailler beaucoup moins pour beaucoup plus de résultats. Donc 2, les stratégies d'apprentissage. Et 3, la maîtrise de la langue. Si je lis un énoncé de maths, ou pire, un texte en histoire, et que je ne comprends pas les implicites, je vous cite un livre d'histoire. La ligne de front s'étend de la Manche aux Alpes. Alors, la Manche, j'ai pas de Manche. Le front, les Alpes, c'est quoi? C'est en Espagne, je vois plus très bien. Donc voilà, ces élèves, s'ils ne maîtrisent pas le langage, c'est très difficile de faire quoi que ce soit, surtout s'ils doivent s'entreprendre et lire beaucoup, même en maths, même en histoire. C'est pour ça que pour moi, je fonctionne d'abord sur ces 3 priorités avec les élèves, et quand j'arrive à monter en puissance là-dedans, l'histoire, les maths, même l'informatique si on veut, la physique, la bio, etc., tout ça va suivre, même le dessin, même l'art va suivre très naturellement. Oui, je suis bien d'accord. C'est ce qu'on fait aussi, c'est d'avoir déjà ce plaisir d'apprendre et puis de les mettre aussi en projet. À partir du moment où on met ces jeunes finalement en projet qui répondent à un vrai besoin, qui solutionnent un réel problème qu'ils vont avoir soit dans leur classe, dans leur école, dans leur quartier, voire dans le monde, etc., ça les motive vraiment davantage à apprendre, à faire des choses, et par cette mise en projet, ils vont pouvoir apprendre en fait différentes matières. Ils vont apprendre le français, les maths ou la géographie, etc. Et ça va être beaucoup plus motivant pour eux parce qu'ils auront une utilité concrète de ce que ça veut dire. Moi, je suis pour le retour d'un service civil, hein, quelque part, et qui, à un moment, on rend pendant 6 mois, 1 an, je sais que c'est déjà un peu évoqué, à la société des choses qu'on a déjà appris ou qu'on a envie de transmettre ou qu'on va apprendre. Et donc, d'un côté, un espèce de passage obligatoire, comme il y a dans les cultures amérindiennes, où il y a des espèces de passages où les totems scouts de créer ça, puisqu'on a perdu un peu l'énergie des mouvements de jeunesse, en tous les cas. Ça s'est un peu perdu, et on a moins cette école de débrouillardise. Donc, je crois qu'il faut recréer, c'est une belle idée. Okay. Voilà, donc à titre de conclusion, je vous invite à faire une phrase de conclusion, chacun, et comme ça on boucle cette dernière séance de ce 8e sommet. Voilà, John, à toi la petite dernière pour clôturer cette co-construction. Alors, faire plus de la même chose, c'est pas une option. Merci, parfait. On va te citer, on va tweeter ça. John Rizzo. Vas-y, Sarah. Moi, je dirais vraiment cette cohérence d'ensemble, que si on veut des jeunes plus autonomes, il faut donner l'autonomie aux enseignants. Si on veut des jeunes qui soient heureux et épanouis, il faut pouvoir permettre aux enseignants et à toutes les équipes éducatives de pouvoir être heureux et épanouis. Merci. Michel? Pour ma part, c'est accepter d'être imparfait. Ça va déjà retirer une grande partie de la pression sur les enseignants. Et pour les apprenants, eh bien, on n'est jamais tout seul, donc on n'a pas besoin d'être parfait. Parce qu'on va travailler dans une équipe, on va vivre dans une famille, on aura des ressources à notre disposition. Donc en acceptant d'être imparfait, eh bien, ça nous laisse la liberté de faire appel à l'intelligence collective. Donc pour moi, la première posture, acceptons d'être imparfait. Très bien, merci beaucoup. La vie, c'est une espèce de tournevis sans fin dans lequel il y a une formation permanente. On doit apprendre jusqu'à la fin de ses jours.
Voilà, merci. Un applaudissement pour cette séance. Merci beaucoup. Je vais vous faire une petite conclusion maintenant. Et on retrouve presque mécaniquement le même principe qui a émergé lors des deux. C'est amusant, hein? C'est d'abord en rouge, je l'ai mis exprès en deux couleurs, quelque part permettre au cadre de s'élargir. Donc renverser les modèles du action learning, de mise en projet de pair à pair, créer d'un cadre plus large, vivant, de maisons de l'éducation ouvertes sur leur environnement, sur les écosystèmes, plus de pratiques, plus de moyens financiers parce que, en lien avec, du coup, ça crée plus de données et données aussi permettre plus d'autonomie des écoles, moins de bureaucratie, des bons dirigeants qui vont piloter tout ça avec une vision pédagogique, relâcher un peu les règles, les lois qui vont permettre justement un peu ce retournement de situation qui en vert, on revoit de nouveau de façon très forte la notion de montrer pour éduquer, montrer, participer, multiplier les espaces d'apprentissage avec ce changement de posture qui n'est pas d'expliquer mais de permettre à chacun de prendre ce qu'il a besoin et ce qu'il veut, dans une dynamique constante de savoir-être. Ça doit tout le temps revenir sous le tapis, savoir-être en lien avec gérer les émotions, hein, la météo intérieure de chacun, et que ça se fasse de façon en toute simplicité. Ce n'est pas grave, c'est une petite alerte incendie, test ça fonctionne, ça va Laurent, ça marche, il n'y a pas le feu. Quoique, hein, vu le panel, hein, on pourrait dire que la température a sensiblement monté. Voilà. Développement personnel, intelligence collective, service civil, relier l'éducation à la société. Le formateur, le faire monter en puissance également. L'émetteur permettra à chacun de devenir émetteur d'informations, c'est-à-dire l'apprenant lui-même. Et c'est là que ça va mener vers le pair à pair et l'apprentissage de pair à pair et l'entraide qui va mettre en musique le désir de transmettre et un désir d'apprendre. Et donc une mise en puissance qui est finalement l'objectif final de l'éducation. Et donc cette cohérence dans la posture va venir ce faisant, qui va permettre d'émerveiller, d'enthousiamer, de tout aimer, d'être intéressé par tout, même des sujets auxquels on ne s'attend pas, donc d'être engagé, donc d'améliorer l'apprentissage et donc d'aller vers une connaissance de soi et d'apprentissage de compétences. Voilà. Ben, c'est pas mal, hein? Le tout en valorisant davantage aussi les enseignants. Micro. Ah, pardon. En valorisant davantage les enseignants aussi, parce que oui, je pense qu'il est temps de pouvoir les revaloriser. Ils ont été assez bafoués dans les médias. C'est un métier qui n'est pas du tout valorisé, ni financièrement, ni humainement parlant, etc. Et pourtant, il est très difficile. Ça demande quand même énormément de travail, d'attention. Imaginez-vous quand même être toute une journée avec des jeunes, avec 20 jeunes, qui sont excités dans tous les sens et à devoir les tenir. Il n'y a pas de pause. C'est pas, oui, nous, parents, on s'en est bien rendu compte pendant les 3 derniers mois. Je suis ravie. Je vous jure, on s'en est bien rendu compte. Des petits sauvages, hein, des petits sauvages. Je suis ravie que les parents se soient enfin rendus compte peut-être de ce que ça demande comme attention, parce que là, c'est peut-être 2, 3, 4, 5, j'ai envie de dire au pire enfant, ou au mieux, hein, mais bon, chacun sa vision. Mais après, quand c'est 20, ou c'est même pas les siens, et qu'il faut pouvoir les gérer, c'est une attention énorme. C'est pas le même boulot que d'être derrière un ordi où on peut faire encore sa petite pause, répondre à son message, faire un petit call, aller un peu sur Facebook. Non. Là, c'est du boulot à plein temps, puis après c'est encore des copies, c'est encore des examens à préparer, c'est une remise en question constante, c'est 20 jeunes aussi qui font des effets miroirs sur soi constamment. C'est hyper intense, émotionnellement, énergétiquement, physiquement. Arrête sur image, tu parles d'enfants, des apprenants, les extrapreneurs, c'était pareil, hein, c'est de 20 à 70 ans. C'était aussi des petits sauvages. Mais tu les prenais que 2 jours par semaine. Oui, ça, eux, c'est 5 jours par semaine. Oui, d'accord. Hein? Il paraît que les pires, c'est les profs en formation. Ah oui, c'est atroce. Là, tu les prends 15 jours par semaine. Okay. Ça va. Voilà ce qui clôture la première demi-journée. Un grand applaudissement à tous et un merci à toute l'équipe, aux participants. Il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui nous ont suivis. Maintenant et dans le futur, parce que tout ça sera mis en boîte et remis sur les réseaux, ça sera découpé. Merci 1 million de fois. On a de la belle matière première pour continuer sur notre lancée. Voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre demain éventuellement de 9h à 12h30 ici même, en envoyant un mail bien sûr à l'équipe en amont, pour ceux qui nous ont vus et qui ont goûté et qui en veulent plus.
Et ceux qui veulent nous rejoindre pour manger quelque chose, il y a un exquis, il y a tout ce qu'il faut. Il y a encore des boissons ici, voilà. Merci à tous et à demain, 9h moins 10 pour ceux qui veulent nous suivre sur les réseaux. Merci, bon appétit, bon après-midi. Voilà, merci.